La fin du Perek Kaf dans Chukat parle du décès de Aaron. Vayashet Moshe et Aaron et Begadav vayalbesh otam et Elazar beno Vayamot Aaron Sham Berosh Ahar Vayired Moshe Elazar min Ahar. Donc il y a le passage du relais, si vous voulez, de Aaron, et les habits de Aaron passent à son fils Elazar. Aaron meurt là-bas au sommet de la montagne, c'est Hor Hahar, et Moshe et Elazar redescendent de la montagne. Alors le pasuk Kaftet, c'est le dernier pasuk de ce Perek Kaf. Vayiru kol haeda ki gava Aaron, vayivku et Aaron shloshim yom kol beit Israël. Toute l'assemblée constate que Aaron a disparu, et ils pleurèrent Aaron pendant 30 jours, toute la maison d'Israël. Rashi, merci beaucoup. Vayiru kol haeda que Sheraou Moshe Elazar yordim va Aaron lo yarad. Quand ils voient, ils ont vu qu'ils sont montés à 3 et Aaron n'est pas redescendu. Amrou Echanu Aaron. Où est-ce qu'il est Aaron? Allahem met. On lui dit il est mort. Moshe leur dit il est mort. Amrou Efshar mi shamad que neged amalach vatzar et amagefa yishlot bo malach amavet. Comment est-ce possible? Aaron, dans l'histoire de Korach, c'est lui qui a arrêté le Malach Hamavet. S'il a pu arrêter le Malach Hamavet, alors certainement pour les autres, tu penses bien que le Malach Hamavet ne peut pas, est impuissant contre lui. Dans le Midrash, c'est même marqué qu'ils ont voulu lapider Moshe et Elazar. C'est un peu fou comme histoire. Ils avaient tellement de chagrin qu'ils ont imaginé je ne sais trop quoi, enfin des choses inimaginables, et ils ont voulu lapider Moshe et Aaron. Bon, Baruch Hashem, enfin, il n'y a pas de Baruch Hashem, mais Rashi a esquivé ça. Miyad bikesh Moshe v'rachamim ve'eraou malaché hasharet lahem muta malaché hasharet lahem mutal bemita Raou ve'eminu. Alors à ce moment-là, Moshe il a prié et on leur a montré le cercueil de Aaron. Ça doit être les mêmes qui montraient le cercueil de Moshe au moment du Egel Hazav, quand ils attendaient. Mais bon, ça ils ont cru, ils ont vu et ils ont cru. Kol Beit Israël, pourquoi toute la maison d'Israël? Ça vous le savez. Pourquoi on incite ce Kol Beit Israël? Pardon? Parce qu'il faisait le shalom, il était apprécié par tout le monde, par les religieux, par les moins religieux, par les maris, par les femmes. Il était exceptionnel et donc il faisait la paix à tous les niveaux. Et c'est bien. Mais il y a aussi une lecture de ce verset qui dit la chose suivante. Que Vayirou kol haeda ki gava Aaron, ils ont tous eu peur. Vayirou littéralement c'est ils ont vu. Alors au niveau du Pshat, Rachid a raison, ils ont vu qu'il était mort. Comment ils peuvent avoir vu qu'il était mort puisqu'il était resté en haut? Donc on est obligé de faire ce scénario là, de dire que quand ils sont descendus Moshe et Aaron et sans Moshe et Elazar, ils ont vu qu'Aaron n'était pas là. Bon, c'est ce qu'on a dit. D'accord? Donc il fallait leur montrer, ils ont vu et après ils ont cru. Mais il y en a qui lisent Vayirou, ils ont vu, comme si c'était marqué Vayirou, avec 2 Yud, ils ont eu peur parce que Aaron a disparu. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'Aaron a disparu. Parce que, en même temps qu'Aaron, ils ont vu que les Anané Kavod, la protection divine qui était là grâce au mérite de Aaron,
a disparu. Donc les Bnei Israël ont eu peur. Et en même temps, ce qui est marqué, c'est que les habitants d'Eretz aussi ont vu qu'il n'y avait plus de Hanan et Kavod. Elle a dit, ah, on va attaquer. C'est le moment propice pour attaquer Israël. Ils ne sont plus protégés. Bien. Le Midrash Rabbah, un peu long, j'en saute certaines parties, c'est dans le Perek Yud-Tet, le Midrash Kav, Vayir kol ha'eda ki gava Aaron, Vayir kol ha'eda ki gava Aaron, ma ketiv acharav, vayishma Kenani melech Arad, Yoshev HaNegev, le Kenani, roi d'Arad, a entendu, qui demeurait au sud, a entendu la mort d'Aaron. Kevan shemet Aaron venistalku alane kavod veniru keisha perua. Étant donné que Aaron est mort et que les Hanané à kavod ont disparu et que les Bnei Israël c'est comme une femme isha perua. Qu'est-ce que ça veut dire isha perua? Ça vous dit quelque chose? Très bien. Ou parash Aïcha dans la sota, une femme sans les cheveux. Alors on a l'impression, peut-être, je sais pas, que les Hanané Kavod, c'est comme quelque chose sur la tête et que. Bon, peut-être. Mi haya melech Arad, dit le Midrash. C'est de qui est-ce qu'il s'agit dans cette histoire-là? C'est Amalek. Chez Neymar, Amalek Yoshev Eretz HaNegev. Ici c'est parlé du Yoshev HaNegev. Ah, c'est Amalek dont il s'agit. Pourquoi on l'a appelé Knani, dit le Midrash par la suite? Parce que, pour dire qu'on avait le droit de l'attaquer. Parce que les Bnei Israël se demandaient s'ils avaient le droit d'attaquer Amalek. S'ils avaient su que c'était Amalek, ils auraient été très embarrassés. Pourquoi? Parce que Amalek, étant donné que c'est le petit-fils de Esav, et Esav, on n'avait pas le droit de l'attaquer, alors est-ce qu'on a le droit d'attaquer Amalek? Alors il leur fallait, si vous voulez, un droit de l'attaquer. Alors on a dit c'est Knani. On l'a appelé Knani pour dire vous pouvez y aller. Comme c'est marqué l'Otechayeba Kol Neshama, il faut, c'est une guerre sans merci avec le Knani. Ben, Amalek il est comme ça, vous pouvez y aller. Ouais. Bon, je comprends rien à cette histoire-là, bien évidemment, parce que je comprends jamais rien à rien. Mais ce que je comprends pas, c'est que ils avaient déjà fait la guerre avec Amalek. Au moment de Kriyat Yamsouf, et là-dessus ils ont tapé dedans, ils n'ont pas eu besoin de permission pour y aller. Si Amalek il attaque, eh ben, on se défend sans avoir besoin d'une autorisation. Je ne comprends pas, mais enfin c'est pas grave. D'accord? Le Midrash a choisi de dire que l'adversaire des Bnei Israël dans cette histoire, c'est Amalek. C'est un problème très débattu, on ne sait pas du tout. Tout le monde va dans des directions différentes. Il y en a qui disent qu'il n'y a que du Knani là-dedans. Ça c'est le Yerushalmi. C'est la Gemara dans Rosh Hashanah, c'est... bon, il y en a qui disent, c'est le Zohar qui dit qu'il n'y a pas d'Amalek dans toute cette histoire. Toutes ces thèses sont extrêmement difficiles pour différentes raisons. D'autres disent, non, c'est seulement le Kinani. C'est le Midrash Tanchuma qui ressemble beaucoup au Midrash Rabbah. Eux disent, non, il n'y a que du Amalek. Rashi fait une espèce de compromis entre les deux. Il dit c'est du Amalek qui se déguise en Knani, enfin une espèce de mélange. C'est un fourre-tout absolument difficile à démêler. Je choisis la lecture du Midrash, que Rashi adopte essentiellement, que Tosfot rapporte, et qu'il souligne avec des pismonymes, ça veut dire des tfilotes spéciales qu'on faisait Shabbat Zachor à propos de Haman. Donc on va choisir que c'est Amalek. Amalek. Et pourquoi Amalek? Vehaya Yoshev à la Pirza. Comment on va traduire ça? Haya Yoshev à la Pirza. Amalek Yoshev à la Pirza. Il est assis à la Pirza. Pirza, Poretz Geder.
sur les brèches. Ça veut dire que dès qu'Israël n'est pas solide, il y a quelqu'un qui est là, qui se prépare de faire leur affaire. Je traduis Yoshev à la Pirza en français, il est assis à l'affût. Il est à l'affût. Être à l'affût, ça veut dire qu'il est juste en train d'attendre le moindre faux pas d'Israël pour leur sauter dessus. Et d'ailleurs, il rapporte que Meolam, Retsuot Mardout Haya Amalek l'Israël. Et Amalek, toujours, il a joué le rôle d'être la lanière du fouet qui va frapper Israël. C'est le père fouettard, c'est Amalek. D'accord? Où est-ce qu'on voit ça? Atmotse, Kevan Shamru, Hayesh Hashem Bikirbeinu. Dans Beshalach, à la fin de Beshalach, est-ce qu'Hashem est parmi nous? Va y avoir Amalek. Amalek qui vient. Ensuite, Amrou, Vayomrou, Ishel Achiv, Nitarosh, Venashu, Mitzrayma, au moment des explorateurs, il y a Amalek là-bas aussi. Vayered Amaleki Vaknani. Amalek, il va tuer les Mapilim. Vekan, de même ici, Vaishma Knani Melech Harad. Voilà, Amalek. Ok? Bien. Le Midrash de continuer. Atmotse. Que chez Met Aaron, Yatsa Alem Amalek. Tu vois qu'à la mort de Aaron, Amalek s'attaque à eux. Vechazrou lachorem Sheva Masaot, et ils reviennent de 7 étapes en arrière. Ils refont le chemin arrière. Ils étaient aux portes d'Eretz, ils s'apprêtaient à rentrer en Eretz, et ils ont tellement peur, ou ils sont tellement peu à la hauteur, qu'il faut marche arrière. Ils reculent de 7 étapes. Chez Neymar, au Bnei Israël, Nas'u mi be'erot Bnei Ya'akan, Mosera, Sham met Aaron. Comme c'est marqué, les Bnei Israël ont voyagé depuis Be'erot Bnei Ya'akan jusqu'à Mosera, et c'est là-bas que Aaron est mort. Sham met Aaron? Quoi? C'est là-bas que Aaron est mort? Valo behorahar met. Il était mort à Horahar, sur le monticule qui était sur la montagne, c'est ça ce qui est écrit dans le texte chez nous. Chez Neymar, Vayamot Aaron Sham, Berosh Hahar. Hapsukim Mochichim, Shein Sheva Masaot, Lachor Lelametra, Shechazru, Lachorem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu tellement peur qu'ils sont venus 7 étapes en arrière. Et à ce moment-là, on peut parler de la mort de Aaron. D'après d'autres textes, je complète avec d'autres textes qui passent de ça, ils ont fait un hesped comme il faut de Aaron. D'accord? Ça a l'air un peu mystérieux, mais j'ai beaucoup allégé les difficultés. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas fait de bons hespédim au moment de la mort de Aaron? Qu'est-ce que vous en pensez? D'après les éléments que nous avons. D'après le Chumash avec Rashi qu'on a lu au début. Oui? Très bien, Naël. Très bien. Tu dis, c'est marqué dans le texte, ils l'ont pleuré, Kol Bnei Israël, tout le monde a pleuré. D'accord? Peut-être que le Hesped, c'est marqué, ils ont pleuré. On peut pleurer sans faire un vrai Hesped. Avram, il livcote le Sarah, l'ispod le Sarah, et livkota. Il y a deux choses. Il y a une chose qui est le Hesped, et il y a une chose qui s'appelle pleurer. Mais probablement, comme il était apprécié par tout le monde, et ils ont porté le deuil pendant 30 jours, certainement qu'ils savaient sur quoi ils pleuraient. On ne peut pas pleurer pendant 1 mois, tout le monde qui pleurait sans regretter la disparition de Aaron. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'en vérité, à la mort d'Aaron, il y a, tel que le présente le Midrash, les Ananekavod qui étaient là par Zrut d'Aaron disparaissent. Donc, les Ananekavod, c'est comme la protection du peuple juif. La protection s'ouvre, donc Amalek, il se pourlèche les babines, ce chien. Ouais, il est déjà là, il sent déjà le sang. Hein.
il se prépare, il est toujours là, prêt, pour le moindre faux pas des Bnei Israël, il est là pour attaquer. Il voit une faiblesse, oh. C'est pas tout à fait ça qui est marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Que Amalek, depuis toujours, c'était Retsuat Mardout les Israël. Que c'est une lanière pour les punir. Quelle punition? C'est pas comme le texte semble peut-être le dire dans le Midrash, qui voit qu'Israël tout d'un coup ils sont à sa portée, n'est-ce pas? Puisque le Hanan il est plus là, ils sont plus protégés, donc il en profite pour les attaquer. C'est pas ça qui est raconté, n'est-ce pas? C'est raconté que quand le Hanan a disparu, les Bnei Israël sont apparus comme une femme qui a perdu sa chevelure, sa tsniout. Oui, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Si le problème est simplement que Amalek, il est là en essayant de faire du mal à Israël dès qu'il peut, et quand il voit qu'Hachem semble les lâcher, il les attaque, t'as pas besoin de faire des commentaires sur les Bnei Israël qui proutent ça, comme une femme proie auquel qu'on a enlevé sa coiffe, n'est-ce pas? On n'a pas besoin d'un commentaire comme ça. De plus, c'est marqué un commentaire, et tu sais, Amalek, il est toujours là pour les punir. Mais quelle punition! Quelle punition! On ne voit pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Aaron est mort. Aaron est mort. Les Bnei Israël, ils perdent le srout qui va avec Aaron, qui est de manifester la protection divine. Et Amalek, il est là pour les attaquer, pour les punir. Mais de quoi? Ah, parce que, alors là, je comprendrais, peut-être, c'est une femme qui ne se couvre pas les cheveux. Alors, il y a peut-être quelque chose derrière, c'est pas seulement une description, de dire, puisque les Hananim, ils ne sont pas là, c'est comme la Knesset Israël qui perd sa protection. Ce qui était inutile dans le texte. Mais peut-être qu'il se passe quelque chose au niveau des Bnei Israël, qui s'appelle qu'ils ont perdu quelque chose dans cette histoire-là. Et quand Amalek attaque, réaction des Bnei Israël, ils font marche arrière. Ils ont peur, ils ne veulent plus rentrer en Eretz, ils reculent de cette étape. Et le texte ne le dit pas ici, mais le Yerushalmi décrit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La tribu de Lévi leur court derrière et leur fait une guerre. Il y a une guerre civile dans le peuple. Il y a 8 familles d'Israël qui vont disparaître dans cette guerre. Il y a une guerre acharnée de Lévi contre les Bnei Israël pour les forcer à revenir. Il y a 8 familles qui ont disparu quand on fait les différents comptes avant cette histoire et après cette histoire. Il y a 8 familles d'Israël qui ont disparu et les Levim ont perdu dans cette affaire 4 familles sur 8. La tribu de Lévi a la moitié disparu dans cette histoire. C'est très étonnant d'ailleurs, vous comprenez. On parle tellement des Levim comme des Egel Azav, ils étaient derrière Moshe, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est une histoire incroyable et vraiment, on a l'impression que la Torah, elle passe sous silence quelque chose de tellement énorme que si vous ne le voyez pas, vous n'arriverez même pas à imaginer une chose pareille, que c'est une guerre civile absolument terrible, que les Levim, ils font une Sirut Nefesh absolument extraordinaire pour que le peuple, il prenne du courage et qu'il se décide et qu'il parte à l'avance. On est d'accord? Bien. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a, c'est pas marqué ici dans le Midrash, mais quand on dit mettre Aaron, ça veut dire qu'on lui a fait un espèce comme il faut, là-bas à Mosera. Mais certainement il y a eu déjà 30 jours de pleurs, il y a eu déjà tous les regrets, on a déjà eu le temps, tous les rabbinim, ils ont déjà eu le temps de faire le respect sur Aaron. Qu'est-ce qui leur manque? Mais qu'est-ce qui manque? D'accord? Il y a un deuxième point qui m'intéresse, qui est le suivant. Vaishma Hakenani Melech Arad Yoshev Hanegev qui bat Israël derech ha'atarim Vailachem Israël Vaish Bimenu Shevi. On compte tout de suite derrière que le Knaani qui demeure, le roi d'Arad qui demeure au sud, a entendu. De qui s'agit-il alors? D'après le Midrash, de qui est-ce qu'on parle? Amalek. Très bien, Amalek, on ne l'oublie pas. Hein?
ne vous laissez pas ensorceler ou quoi par le fait qu'on dit à Knaani. Bon, le Midrash explique qu'on l'a appelé Knaani simplement pour dire vous pouvez y aller. Vous pouvez les tuer, il n'y a pas de problème. Hein? C'est tout. Donc, Amalek, il entend, Kiba Aaron, Derecha Atarim, qu'Aaron il arrive. Derecha Atarim, ça veut dire, vous vous souvenez du lundi de la semaine dernière, par là où les Meraglim sont arrivés. C'est un détail qui nous intéresse a priori pas. Vaïlachem Israël, il fait la guerre Israël. Vaïshb Mimenu Shevi. Et il leur capture une capture. Il leur capture une capture. Qu'est-ce que ça veut dire il leur capture une capture? Rashi dit Eina Ela Shifra Achat, il ne s'agit que d'une servante. Pas plus que ça. C'est-à-dire que Rashi et Medayek, Rashi lit avec attention le texte et il dit Vaïsh Mimeno Shevi, il leur capture un captif. Ça veut dire ils avaient des prisonniers, Israël avait fait des prisonniers, et eux, ils leur reprennent une prisonnière, dit Rashi. C'est pas qu'il y a eu des morts en Israël. On parle aucun mort. On parle pas de mort. C'est pas qu'ils ont fait des prisonniers chez les Juifs. Encore pas. Mais des gens qui étaient prisonniers d'Israël, ben, il leur en captura. Une, plus exactement. On se demande d'où ce que Rashi sait que c'est qu'une seule prisonnière et une femme. Quoi qu'il en soit, je dirais, c'est la défaite la plus courte qu'il est possible d'envisager. Il n'y a pas de mort, on ne parle pas de blessés, on ne parle pas de prisonniers juifs. On leur reprend une prisonnière. C'est zéro ce truc-là. Si seulement toutes les guerres d'Israël, ça donnait des résultats pareils, ça serait extraordinaire. Hein? Et Vayidar Israël Neder Lachem Vayomar, à ce moment-là, Israël fait un vœu à Hachem en disant Imnaton titen et a amazé biadi vacharam tietarem. Si jamais tu me donnes ce peuple, tu me le livres dans mes mains, varam tietarem, j'anéantirai leur ville, je raserai leur ville. Vaishma Hachem bekol Israël, Hachem entend la voix d'Israël, Vayiten et Knaani, et il leur livre le Knaani. C'est drôle, hein, si c'était vraiment Amalek, on aurait dû dire Amaleki, parce que Knaani, que la première fois tu dis, on l'appelle Knaani pour dire vous pouvez y aller, mais pourquoi on le re-appellerait Knaani? Ce pshat du Midrash est très compliqué. Vayacharem etem vetarem vaikra Shem amakom chorma, et alors ils exterminent les gens et leur ville, ils les anéantissent et ils appellent le nom de l'endroit Chorma, qui veut dire haram, extermination. D'accord? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que sur une défaite tellement minime, il y a une réaction des Bnei Israël comme s'ils avaient connu la pire défaite de leur histoire. Vaïdar Israël Neder, ils commencent à faire des vœux, à s'engager. Oui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne voit pas ça souvent. Hein? Qui est-ce qui a déjà fait un Neder? Vous vous souvenez? Où est-ce qu'on voit les Neder? Le premier Neder qu'on voit, c'est qui? Allez, les filles qui ont suivi le précédent cours, là, mercredi. Hein? Yaakov, il a fait un Neder quand il est parti en Chutz Laaretz, il avait peur de ce qu'il allait rencontrer là-bas, de l'opposition de Lavan et tout ça. Il avait une grande peur d'être seul en route, loin de la maison, etc. Il avait un Neder, si tu m'aides, ben cet endroit je le consacrerai, etc. etc. Hein? Bon, mais sinon on ne fait pas de Darim. Il faut se méfier de faire des engagements comme ça, à tort et à travers. Ben, ici c'est tellement grave qu'il faut un Neder. Vacharam tiotam, je les exterminerai. Pourquoi les exterminer? Quoi, c'est ça ton engagement? Bon, tu livres tes ennemis, tu en feras ce que tu veux avec tes ennemis. Tu tueras ce qui vaut la peine d'être tué, et puis tu garderas ce que tu as comme butin. Ah non, pas une goutte de butin, pas un centime de bénéfice. Vaishma Hachem bekol Israël, Hachem il a
Vaishma Bekol, je vous ai souvent dit, Vaishma Bekol, ça se traduit comment? C'est pas entendre, c'est entendre ce qu'il y a dans la voix, le message que ça rapporte, ce qu'il porte, ce qu'il y a là derrière. Il entend à travers ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est une tfila. Il entend une tfila des Bnei Israël ici. Et il leur livre Amalek, enfin cette bande de Knaanim ou de... D'accord? Bon. Très étonnant, que sur une défaite tellement minime, ils se mobilisent à ce point. Ils sont complètement, ça les rend fous, ils font un neder Hachem, j'extermine de leur vie, c'est une tfila qu'il faut, puisque Hachem, il entend leur tfila, il leur livre. Voilà, comme ça, une histoire terrible de... Ouais. Et ils anéantissent tout au point que l'endroit, on l'appelle Chorma, l'extermination. L'endroit s'appelle l'extermination. Ouais. On ne comprend pas, c'est disproportionné, c'est invraisemblable. Qu'est-ce qui leur arrive? La vérité, c'est que je crois avoir compris de cette histoire quelque chose sur le Hesped. Un Hesped, c'est quoi? Comment vous traduisez ça? Hesped? Pardon? Éloge. Tu es resté en cours de route alors. Éloge funèbre. Oraison funèbre. Ben oui, funèbre. Ouais. Sinon ça s'appelle des shvachim ou je ne sais pas trop quoi. Hein? Éloge, c'est Hesped. C'est les mêmes lettres que Hefsed, non? Quelqu'un vérifie. Hesped, c'est sur la perte, c'est de prendre conscience de ce qui nous manque à la suite de la disparition d'un proche ou d'un grand homme. C'est le Hesped. Se rendre compte, qu'est-ce qui a disparu? Ça, je pense que c'est la première partie du Hesped. Pourquoi est-ce qu'on fait des discours pour un mort? Alors on peut se demander, est-ce que c'est Yekara de Meta? Est-ce que c'est pour l'anshama du mort? Hein, c'est comme une tfila qu'on fait à Hachem, il dit regarde cet homme extraordinaire qui a disparu, cette femme prodigieuse qui a disparu, regarde comme elle nous manque, regarde comme elle est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, c'est formidable, et que ça serait peut-être pour le srout de l'anshama, le srout de l'anshama de cette personne, que peut-être le fait que quelqu'un qui est bien perçu ici-bas, c'est la meilleure façon pour que le ciel il l'accueille. Ouais. Qu'est-ce qu'Hachem il apprécie comme gens? Des gens qui sont appréciés, des gens qui savent se faire apprécier, des gens que quand ils disparaissent, il manque quelque chose aux autres. Ça veut dire qu'ils ont bien rempli leur vie. Ils ont mis quelque chose en place et que quand cette chose disparaît, tout le monde disparaît, tout le monde comme ça est effondré. D'accord? On pourrait dire qu'un Hesped a un aspect de Yukara, du kavod du mort. C'est pour le kavod du mort, j'imagine, pour que le mort il soit accueilli là-haut avec les portes ouvertes quand on... Même une personne, elle a pu faire des défauts, elle peut avoir des défauts, elle peut faire des bêtises, mais il y a tellement elle a apporté. Donc c'est ça, une partie du Hesped, le triomphe du Hesped, de pleurer le manque que l'on a. D'accord? Bien. Mais, il me semble qu'il y a une deuxième partie. Alors la deuxième partie, qui est peut-être plus importante encore, c'est, et c'est pas un chidouche que je vais dire, c'est de prendre des résolutions pour arriver à remplacer, à prendre la mesure de la perte que l'on a. N'est-ce pas? Si par exemple, il y a un groupe dans lequel quelqu'un est malade, ben, ils devront travailler plus pour le remplacer. N'est-ce pas? Bon. Ça a l'air tout simple.
Et si maintenant Aaron disparaît, j'imagine que quand ils ont pleuré Kol Beth Israël pendant 30 jours, il y a eu des Hespédim comme il fallait. Oui, Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot, Mekarvan la Torah. On a dû faire des très très belles oraisons, des discours funèbres extraordinaires pour lui. Oui. Le problème est de quelle façon on pense le remplacer. Parce que dans la deuxième partie, c'est qu'il s'agit, si c'était que pour le mort, je peux arrêter là. J'ai dit, c'était quelqu'un d'exceptionnel, il nous manque, on ne pourra pas le remplacer, c'est extraordinaire. Bon, je dis ça, c'est très bien pour la neshama du niftar. Pour nous, ça ne nous apporte pas grand-chose, c'est pas le but, disons, essentiel. On en tire quelque chose, on tire des histoires, des maasim, très bien, mais c'est pas l'essentiel. Hein? Mais si on pense que l'essentiel d'un espède, ou au moins une partie incontournable d'un espède, c'est de prendre conscience et d'essayer de remplacer. Le problème va être comment on va remplacer Aaron. D'accord? Comment on va le remplacer? Et là, le texte nous dit que lorsque Aaron a disparu, les Bnei Israël sont comme Isha Proua, une femme qui s'est décoiffée. Je ne pense pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est simplement une comparaison. Les Anané Kavod, c'est comme quelque chose qui protège les Bnei Israël. Maintenant, on enlève ça, c'est comme enlever la coiffe d'une femme. Mais je pense que c'est autre chose qu'il s'agit. À quoi ça sert? On a déjà parlé de ça certainement. À quoi ça sert la tsniout d'une femme? La tsniout de façon générale, et d'une femme, maintenant je parle en particulier. C'est que une femme, elle pourrait être tentée de croire qu'elle vaut parce qu'elle montre. Parce que la femme, l'onivret Aïcha, elle a le yofi, la femme a été créée pour la beauté, pour rendre la vie belle, pas seulement pour la beauté, mais oui, pour ce qu'elle apporte. Et alors, une Isha proua, une femme qui enlève, qui ne cache pas ce qu'elle a comme attrait, c'est comme une femme qui joue à l'homme. C'est-à-dire une femme qui... Les hommes, ils sont là pour faire la guerre, pour être sur le devant de la scène, pour faire essentiellement le commerce, le travail, etc. Et une femme, c'est comme cette vision complètement stupide et erronée il faut une femme, elle soit comme un homme. C'est complètement débile. Hein, je vous ai déjà dit ce que je pensais de cette parité des femmes et des hommes, qu'il n'y a rien d'aussi dégradant pour les femmes que le fait de dire qu'il faut autant de députés femmes que de députés hommes. C'est ridicule. C'est comme si dire que la femme, elle vaut parce qu'elle vaut comme un homme. Chaz de shalom. Ça veut dire, il y a certainement une injustice de payer moins une institutrice qu'un instituteur. Ça, c'est de l'ordre de l'équité sociale, ça c'est normal de payer quelqu'un à la même tâche. C'est pas parce qu'une femme elle va être payée moins, ça c'est insupportable. Ça, il faut faire la guerre à un truc pareil, c'est insupportable. Si c'est le même travail, s'il est fait aussi bien, et s'il est fait mieux par une femme, et pourquoi ce ne serait pas une femme? Vous comprenez? Mais de dire que maintenant on va décréter que les femmes, il faut autant que les championnats du monde de foot féminin, ils sont aussi intéressants que les trucs masculins, mais c'est ridicule. C'est-à-dire comme si la femme, ou du rugby, les femmes, elles font du rugby, poids et haltères. Vous avez déjà vu un truc aussi affreux, je sais pas pour les hommes. C'est horrible chez les hommes. Mais chez les femmes, c'est obscène. Qu'est-ce que tu veux quoi? Qu'est-ce que tu sais quoi? C'est plus une femme. Vous comprenez? La tsniout, c'est que la femme, elle a conscience
qu'elle a des attraits, qu'elle a des choses qui plaisent, mais elle ne se fait pas valoir par la Chitsoniut. La Chitsoniut, c'est vrai, c'est le domaine des hommes. C'est pas qu'un homme, il peut pas être sanoua. Un homme, il peut être extraordinairement sanoua. Ça se manifeste autrement. Mais de se rendre compte qu'il faut garder sa beauté, ses attraits, tout ça, pour son mari, pour sa famille, pour certaines circonstances, et que c'est là, parce que sinon, c'est comme si la femme elle est confondue avec ses attraits, avec sa façon, avec ce qu'elle sait faire. C'est comme si la femme elle est rien d'autre qu'être un homme raté. Alors on voudrait décréter qu'une femme c'est pas un homme raté. Comme si donc la tsniout, c'est ça qui est grave. C'est d'oublier, si on n'a pas de la tsniout de la femme, c'est d'oublier qu'elle a en réalité de la pnimiout. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est capable de pnimiout, d'être en retrait, d'être en recul, et d'apporter par sa pnimiout, et d'oublier cela, d'oublier qu'il faut, et vouloir se donner comme ça, se mettre sur le devant du... Ouais. Quand les Anané Kavod ont disparu, les Bnei Israël sont devenus comme une femme qui a perdu sa tsniout. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui prétendent agir, d'être forts, de remplacer Aaron en faisant des efforts. Le problème de savoir effort où, dans quel domaine et de quelle façon. C'est ça qui est important. Voilà, c'est intéressant. Oui. Amalek, mais Olam, Retsuot Mardout l'Israël. Amalek, ça a toujours été quelqu'un qui, à l'affût, il va bondir dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez Israël. J'ai demandé qu'est-ce qui n'est pas bien. Aaron il est mort, les Alim ils disparus. Je dis non. Ce qu'on est en train de dénoncer dans ce texte, c'est que les Bnei Israël ont eu une mauvaise réaction. Ils ont certainement regretté la disparition d'Aaron, ils ont certainement très bien parlé sur la disparition d'Aaron, il manque rien de ce côté-là. Mais les résolutions qu'ils ont prises n'ont pas été les bonnes résolutions. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordre que chaque fois que Hachem n'est pas parmi eux, Amalek il attaque. Oui? Ayesh Hachem Bukir Beinu. Dans les explorateurs, on leur a prévenu, il dit faites attention, n'y allez pas, qu'Hachem il n'est pas avec vous. Et vous allez vous faire tuer. Alors Amalek les tue, les Mapilim, les gens qui sont... Oui, chaque fois qu'il y a une absence d'Hachem dans le clan d'Israël, Amalek lui répond. Oui. Ça veut dire que c'est ça qu'il y a eu comme faute de la part des Bnei Israël. Il y a une faute dans les Bnei Israël. De quoi? D'oublier Hachem, de croire que leur sort, il est dans leurs mains et de faire des efforts. Ils ont beaucoup de srout là-dedans. Mais c'est un srout qui est mal placé. Ouais. Je reviendrai encore là-dessus. Le prisonnier qui a été fait. Il y a un prisonnier qui a été fait, une prisonnière. Je vous ai dit, mais c'est rien du tout, je ne comprends pas pourquoi. Mais vous savez pourquoi cette prisonnière? Vous savez pourquoi c'est grave? Parce qu'une prisonnière, c'est ce que les Bnei Israël capturent de leurs ennemis et qu'ils arrivent à nationaliser, à rendre juif, à rapprocher de la Yiddishkeit. Oui, quand les Bnei Israël, ils faisaient des guerres, à l'époque de Aaron, quand ils faisaient des guerres, on essayait de prendre des esclaves, mais on en faisait un esclave non-juif ou une esclave non-juive, ils ont les mêmes mitzvot que les femmes. C'est-à-dire, chez Enazman Grama, mitzvot qui ne dépendent pas du temps, parce qu'il faut qu'ils soient disponibles, parce que c'est des forces de travail, mais on les introduit dans la Kedusha. On leur fait déjà la Mila. Ça veut dire on récupère des neshamot qui sont perdus dans le monde et on essaie de les rendre juifs. Perdre une femme, c'est pas en soi que la défaite elle est tellement cuisante. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a été perdu? On n'a rien perdu du tout. On a perdu 300 € dans cette histoire. On n'a rien perdu du tout. Alvaï que les guerres elles terminent avec tellement peu de victimes que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ce que toi t'as capturé, que ce que toi tu as obtenu du vivant de Aaron, eh ben tu commences à le perdre. C'est pour ça que Rachi veut simplement dire, on leur signalait, c'est un clin d'œil de leur dire, si, le texte il dit qu'ils n'ont rien perdu, il n'y a eu pas d'hommes qui sont morts, on n'a pas parlé de blessés ni rien, ils n'ont pas fait de capture de prisonniers juifs, mais seulement prisonniers, un de leurs prisonniers, ou de leurs prisonniers qu'ils ont capturés. Donc ils comprennent qu'en vérité, le problème n'est pas la gravité de la perte, mais le sens qu'elle a. Or, une femme, c'est pour ça que Rachid, je pense, il parle d'une servante, parce que les femmes, elles sont plus en attente de recevoir, donc de recevoir du sens d'Israël, et c'est ça qu'ils ont perdu. Donc, qu'est-ce que ça leur montre? Ça montre que les Bnei Israël sont sur la mauvaise voie, qu'ils sont en train, en vérité, de perdre le fait de donner du sens à ce qu'ils possèdent. C'est ça qui est la défaite extraordinaire des Bnei Israël, que c'est, on leur a montré avec ça, vous savez, c'est pas le derrière. C'est pas le derrière ce que vous faites. Comment c'est pas le derrière? Mais on fait des efforts, on est courageux, on veut faire des mitzvot, la Torah et les mitzvot. Oui, oui, oui. Mais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris du tout dans la disparition d'Aaron. C'est quoi? Pourquoi Aaron il faisait tellement du bien au peuple? Parce qu'Aaron, il avait tellement la avoda dans le sang, tellement le Ol Malchut Shamayim sur lui, que lui, il faisait qu'Hachem, il est proche des Bnei Israël. Qu'Hachem, par sa avoda, la avoda du juif, elle est très grande. La hishtadlut des juifs, elle est essentielle. Mais pourquoi? Pour qu'Hachem, il fasse le travail. La hishtadlut des juifs, c'est pas de faire une armée. C'est pas dans ce sens-là, c'est pas militairement, faut pas avoir peur. Même si on parle comme ça des explorateurs, mais c'est pas dans ce sens-là, Bichlal. C'est de ne pas avoir peur d'eux, parce que vous savez qu'Hachem est avec vous. Vous comprenez? C'est de ne pas avoir peur de ce que vous voyez en Eretz, des monstres que vous voyez en Eretz, parce que vous savez que sur nous, à notre tête, on a quelqu'un de plus fort que tous les monstres réunis de la création. C'est ça la conscience que Aaron il a. C'est ça le travail des Bnei Israël. C'est vrai qu'il faut se renforcer, mais il faut se renforcer pour avoir de nouveau les Hanan et Kavod. C'est pas se renforcer dans un mauvais derrière. Alors il faut y aller. Il faut y aller. Il faut avoir du courage. Allons-y. On s'est fait battre. Eh bien, on va repartir à l'attaque. Ça, c'est pas ça la façon juive de faire les choses. La façon juive de remplacer la perte de Aaron, c'est de cesser d'être Ishaproua, de quelqu'un qui se met avec ses qualités, il croit que ses qualités vont conquérir le monde. C'est de retrouver la tsniout, c'est-à-dire faire un travail qui sera apprécié ici, là en haut, et ce travail-là, c'est ça ce qu'Hachem il va faire, qu'Hachem il va les aider, et quand Hachem il est proche d'eux, c'est comme ça qu'ils auront la victoire. Donc, cette histoire-là de la prisonnière, pourquoi il a eu tellement d'importance? Parce qu'ils ont compris qu'ils faisaient fausse route. Ils faisaient fausse route, et donc, ils ont perdu de leur hashpa, de leur importance, de leur influence. Là où ils avaient de l'influence du vivant d'Aaron, ils ont vu qu'ils ont perdu quelque chose là-dedans. Donc ça veut dire, c'est un chemin qui n'était pas bon. Les Bnei Israël ont compris ça, et c'est pour ça qu'ils sont en train de faire un éder, de faire des tfilotes. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'ils ont compris que c'est pas dans nos mains, que c'est pas à nous de faire le travail. Parce que si c'était à nous de faire le travail, alors si on a du courage pour faire le travail, Hachem, ça y est, on devrait gagner la guerre. Or, on a perdu la guerre. Et sous quelle forme? De perdre notre hashpa. On n'a plus d'influence, on perd notre influence. Donc ça veut dire que le derrière d'avant, il était juste, et le derrière de maintenant, il n'est pas juste. C'est pour ça que pour les Bnei Israël, c'est une catastrophe cette histoire-là. Il faut un éder. Pas à cause de la gravité militaire de la situation. C'est pas ça. C'est la signification qu'ils ont fait, qu'ils croyaient qu'ils arrivaient à part leur Messirut Nefesh ou des choses qui sont des grandes midotes. Mais ils croyaient par ça on peut remplacer Hachem. Non. Tu dois récupérer, c'est ça le Hesped, la deuxième partie, tu dois récupérer ce qui est parti avec la disparition d'Aaron.
pas seulement prendre conscience de la disparition d'Aaron pour dire ah ben alors maintenant il faut se mobiliser, mais où se mobiliser? Comment se mobiliser? Se mobiliser dans la hirat Shamaï, mais dans le fait de savoir que c'est Hachem qui fait les choses. Et alors dans cette mesure-là, ils font un neder. Et ce neder, qui plus est, ils disent et si jamais je gagne, la ville que je conquiers, je la rase complètement, je l'anéantis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que normalement, si tu as une victoire, si Hachem t'aide dans la victoire, eh ben, tu vas profiter de la victoire, n'est-ce pas? Tu vas profiter de la victoire, c'est-à-dire les ennemis dangereux, tu les tues. Il y en a que tu gardes comme serviteurs ou comme servantes. Tu prends leur or et leur argent, tout ce qu'ils possèdent, etc. Et ici, ils ont dit, je raserai leur ville. Pourquoi? Pourquoi ils rasent? Parce qu'ils ne veulent pas profiter, parce qu'ils ont conscience que s'il y a une victoire, c'est pas à cause d'eux, c'est parce qu'Hachem il est de nouveau avec eux. Donc ils attribuent la victoire à Hachem et pas à eux. Quand je profite de ma victoire, c'est comme si je peux dire j'ai gagné. Vous comprenez? Mais ici il ne s'agit pas de dire que j'ai gagné, puisque toute la prise de conscience est que moi tout seul je ne gagne pas. C'est Hachem qui gagne pour moi. Et avec ça il le manifeste en disant je ne touche à rien. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, que Yericho, on n'avait pas le droit. Pourquoi c'est tellement grave de toucher à Yericho? Pourquoi Hachem, il a été tellement fâché quand Achan, il a pris du butin de Yericho? Pourquoi on n'avait pas le droit de toucher? Tosot, il dit, c'est parce que c'est passé Shabbat, on n'avait pas le droit de profiter de Shabbat. D'accord? Il y a un Chilul Shabbat dans une guerre, il y a des Chilul Shabbat qui se passent, et donc, on n'a pas le droit de profiter de ça. Mais on peut dire aussi autrement. On peut dire, parce que quand tu rentres en Eretz, il faut que ça soit bien clair pour toi. Tu ne rentres pas en Eretz sur tes propres forces. Rentrer en Eretz, c'est quoi? C'est comprendre que bien que tu sois en Eretz, c'est toujours Hachem qui est en train de faire le travail pour toi. Vous comprenez? C'est ça le point qui est le point essentiel de comprendre. Je ne touche pas, c'est pas ma victoire, c'est la victoire d'Hachem. Un homme qui commence à croire que c'est à cause de ses actions qu'il gagne, s'il commence à se... Ça peut être sournois, hein, il peut dire grâce à mes actions, grâce à mes mitzvot, je fais qu'Hachem il fait gagner. Mais c'est grâce à moi quelque part. Non, t'attribues pas le mérite, fais ton travail. Fais tes mitzvot, fais ton limoud, fais tes maasim, fais tout ce qu'il faut. Mais sache que la victoire, c'est Hachem qui le donne. Ça c'est Haramti. Alors cette histoire est très intéressante. Quand les Bnei Israël y sont arrivés, c'est marqué Derech HaAtarim. Ils sont arrivés par le même chemin que les explorateurs. Oui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils font de nouveau la même faute que les explorateurs. La faute des explorateurs, c'était quoi? C'était de croire quand on arrive en Eretz qu'il n'y a plus Hachem, n'est-ce pas? Que l'homme, il devient l'essentiel. De croire cette erreur-là, c'est Kochivot, c'est Miadi, c'est mes mérites et ma force qui vont me donner. Et c'est pour ça qu'ils ont perdu. Pourquoi? Parce que par rapport à l'obstacle, c'était trop fort pour leur petite force. C'était beaucoup trop dur de rentrer en RS, de voir Anshemidot, des monstres, des types extraordinaires, incroyables, des fruits monstrueux. Et tout ça, c'est tellement gigantesque qu'un homme, il peut jamais, par ses propres forces, surmonter ça. Mais pourquoi ils ont cru qu'ils n'y arriveraient pas? Parce qu'ils croyaient que c'était à eux d'y arriver, n'est-ce pas? Et c'est ça la grande erreur qu'ils ont fait rentrer en RS. Maintenant, au bout de toutes les années de désert, ils remettent ça. Ils se rapprochent des restes, ils vont rentrer en Eretz. Et qu'est-ce qui se passe? Ils perdent. Ils chaperoient. Ouah. Ils sont en train de nouveau de simoner. Ils n'ont pas appris la leçon. Ils sont en train de nouveau de refaire la même faute, de croire que c'est grâce à leur mérite, leur force, leur maasim, que c'est avec ça qu'on conquérirait. Alors ça, c'était quelque chose de terrible. Et cette défaite qu'ils ont eue, ouais, elle leur a simplement remis les choses en place. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, la guerre, elle est faite par Hachem. Oui, nous, on doit faire nos mitzvot, on doit faire, mais ne pas imaginer surtout que c'est nos actes guerriers, et même pas nos mitzvot et nos zruyot qui font la victoire. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant que dans l'histoire des explorateurs, quand Hachem a condamné les Bnei Israël à mourir dans le désert, ouais, quand il les a condamnés, alors il y en a qui se sont les Maapilim, c'est des gens qui sont entêtés d'aller en Eretz.
Et ils ont dit, ben nous on va faire de la Messirut Nefesh, on va montrer que on va y arriver. Hachem il dit, n'y allez pas, vous n'y arriverez pas. Hachem il n'est pas avec vous. Et ils ont cru, on peut arriver. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Knaani et le Amaleki sont descendus et les ont tués, c'est marqué, Ad ha-Chorma, jusqu'au dernier, jusqu'à l'extermination. C'est très frappant. Là-bas, on parlait d'extermination. Et si on parle aussi, ils ont appelé le nom de l'endroit extermination. Pourquoi? Ça donne raison, quelque part au Midrash, de voir Amalek dans cette histoire. Parce qu'avec Amalek, c'est ou lui ou toi. Amalek, il dit la même chose que nous, et nous, on dit la même chose qu'Amalek. Amalek, il dit la Shmid, la Rogue ou la Bed, et Kolaudi, mita Fatzaken. Oui, Amalek, il veut tout faire disparaître. C'est Hitler. Tout doit disparaître. On ne veut plus une trace de juifs. Qu'est-ce que nous on dit? Timched Zecher Amalek. Efface-le. Donc le problème, il est que quand on n'est pas à la hauteur, et que Amalek, il rentre là dans cette histoire-là, il est Adachorma. Il nous extermine jusqu'au dernier. C'est ce qui s'est passé avec les gens qui voulaient rentrer absolument en Eretz, alors qu'on a dit, ça ne marche pas, il n'y a pas Hachem avec vous. Il dit, alors on le fait quand même. Tu sais, quand Hachem n'est pas avec toi, par toi-même, tu n'es rien. C'est Amalek qui vient avec le Knaani, et Amalek, il les descend jusqu'au dernier. La même histoire ici. Comme les Bnei Israël, il y a Amalek qui est venu, parce qu'ils avaient fait le Hesped, certes, mais ils n'avaient pas reconstruit la dimension, ce qu'apportait Aaron, qui était la proximité avec Hachem, et le tout, faire tout dépendre d'Hachem. Comme ils n'avaient pas fait ça, donc quand ils se font attaquer, ils n'ont aucun courage, ils reculent de tas d'étapes, etc. Et heureusement, les Bnei Lévi leur ont remis un petit peu les choses à leur place. À ce moment-là, ils ont fait vraiment un hesped à Mosera pour repartir. Ils ont fait vraiment le hesped d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Que là, ils ont vraiment compris quelle était la nature du travail qu'eux, ils devaient faire pour remplacer Aaron. Et alors, à ce moment-là, ils gagnent Ada Chorma. Ils appellent l'endroit Chorma extermination. Parce que cette fois-là, c'est eux qui ont eu raison d'Amalek et donc l'ont effacé.